France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum en ce 3 décembre. Bienvenue à vous dans votre émission quotidienne. Vous allez pouvoir évidemment participer, nous appeler, commenter l'actualité avec nous 01 40 33 9000. Aujourd'hui, un trio pour m'accompagner. Elle n'est pas avec nous en chair et en os, mais c'est tout comme Madame Sherazade Bimorgan, ingénieure. Bonjour Sherazade. Bonjour Christophe, ça va ? Ça va très bien, Sherazade, à part que tu nous manques un peu dans les studios, voilà, un peu de féminité dans les studios, parce que entre deux grands mâles qui sont face à moi, bon bah voilà, il manquait une femme. Bon, écoute, tant pis, ça sera pour la prochaine. La prochaine, exactement. Ouais. On relativise beaucoup. Oui, c'est ça. Monsieur Emmanuel Dupuis, président de l'IPS, ainsi que délégué national chargé des affaires étrangères au centriste. Bonjour Monsieur Dupuis. Bonjour Christophe, bonjour Sherazade, Pierre et aux auditeurs. Monsieur Pierre-Henri, effectivement, président de la belle histoire. N'importe quoi. Non, mais c'est une belle histoire. C'est une belle Alors là, histoire de la c'est fraternité. n'importe quoi. Voilà, ça mérite ça au moins. Président de France Fraternité, Pierre-Henri est avec nous. Comment ça va, mon Pierre ? Eh bien, plutôt bien. Bonjour aux auditrices, aux auditeurs et à France Maghreb 2. Qu'est-ce qu'il y a, la belle histoire ? Tu te moques de moi, c'est ça ? Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle et bonsoir monsieur. Chercheur. Je suis le président de la fondation Pierre-Henri auquel je vous demande de voter. Oui, monsieur Valéry Giscard d'Estaing qui s'en est Bonsoir, allé. messieurs. Bonsoir, À l'âge de madame. 94 ans, il est mort du Covid-19, Valéry Giscard d'Estaing, et on lui doit beaucoup d'ailleurs. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on en parle un petit peu tout à l'heure, parce qu'on lui doit quand même pas mal de choses à ce président. Il a fait un septennat, mais il a, pour certains en tout cas, modernisé la France. Un bel hommage lui a été rendu par le président de la République, Emmanuel Macron. Et donc il s'en est allé à l'âge de 94 ans. C'est le bel âge. Christophe, Oui. si tu le permets, je veux simplement ajouter une phrase. Effectivement, c'est une nouvelle triste pour la famille de Valéry Giscard d'Estaing. Mais je pense, le destin de Valéry Giscard d'Estaing et la célèbre chanson de Maxime Trenet quelque part, forcément résonne en moi, parce que sans doute sans le regroupement familial, mon destin ne se serait pas joué en France. Donc du coup, voilà, on va essayer d'en parler de toute façon tout à l'heure. Absolument. Bon, alors, Sherazade, on va parler de quoi avec toi ? On va parler du vivre ensemble. Vivre ensemble, oui, qui est un peu entaché en ce moment, on peut le dire. Hein. Bon. Exactement. Monsieur Dupuis, nous allons parler du Liban, je crois, avec toi. Oui, absolument. À l'aune de la conférence qui s'est tenue hier en virtuel, donc la conférence co-présidée par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et le président Emmanuel Macron, qui devait se rendre au Liban et qui finalement a décidé de ne pas y aller, et qui, d'une certaine façon, confirme que, au-delà du verbe, il y a sans doute une carence d'action de la part du président. C'est pas parce qu'on dit que l'on fait. Et je crois que les Libanais s'en rendent compte, hélas, malheureusement. Monsieur Pierre-Henri, on va parler des frontières qui fait résonance à une phrase de Monsieur Ruffin. Oui, de M. Ruffin qui a déclaré « Je suis favorable au retour des frontières ». Vous savez, François Ruffin, c'est le député insoumis institutionnel, c'est-à-dire qui en réalité est soumis à l'ordre de son parti. Moi, je suis un insoumis poétique à côté de lui, mais je vais vous parler des frontières, et puis on va interroger les auditeurs sur ce qu'ils pensent, eux, des frontières. Très bien, et le sujet à la une aujourd'hui, c'est le syndicat policier en colère, écoutez bien, c'est assez incroyable, qui saisit le procureur pour poursuivre Monsieur des Éclairs, voilà, j'ai cherché le nom,
pour rébellion. Est-ce que ça vous choque? Franchement, mais c'est incroyable quand même quand on entend ça. C'est la question qu'on vous pose sur le grand forum FM2 sur Twitter. Vous y répondez, vous pourrez nous appeler pour nous en dire quelques nouvelles tout à l'heure. Mais on commence évidemment par un petit quiz avec pas mal de questions liées à l'histoire aujourd'hui, en ce 4 décembre. Et la première question, la voici. 3 décembre, pardon, merci la belle histoire. Première question, qui est élu président français en 1887? Allez, je vous laisse vous démarrer avec ça. 1887. François Mitterrand? Non. Sherazade, t'es sérieuse? 1887. Gaston Ah, Doumer. j'ai entendu Sadi Carnot 1987. Pardon Sadi Carnot est une bonne réponse, monsieur Dupuis. Bonne réponse. Bravo. Tentative d'assassinat contre quel chanteur de reggae à Kingston en 1967? Bob Bob Marley. Marley est une bonne réponse. Attentat à l'explosif dans une rame de métro, plutôt de RER, qui a fait 4 morts et 91 blessés en 1996. Non, ce n'est pas Saint-Michel. Dans quelle station s'agit-il? Port-Royal. Port-Royal est une excellente réponse, monsieur Dupuis. Que détruit Israël à Gaza en 2001? Le siège du Non. Hamas. Non, Le port. Une école? c'est pas une école. La maison Un de hôpital. Arafat. Non, c'est Un l'héliport, Ah. voilà, qui a été détruit par Israël en 2001 à Gaza. Je cherche à présent un C'était ancien... quoi L'héliport, Ah, d'accord. voilà. Je cherche à présent un ancien footballeur français, né en 1970, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il est né en Nouvelle-Calédonie. Christian Carambeu. Carambeu est une excellente réponse, il fut champion du C'est monde lui qui a dit le premier. champion du monde en 1998 évidemment, et il s'est séparé de sa mannequin Adria Carambeu. Ils sont séparés, hein, il me semble. Voilà. Adriana. Je cherche et pour finir un ancien footballeur espagnol né en 1981. Allez, David de son prénom. Ginola. David Villa. David Villa est une excellente réponse, monsieur la belle histoire, bravo. Eh bien écoutez, vous avez fait presque un parcours sans faute à tous les 4. On retiendra quand même que François Mitterrand a été élu en 1887 par Sherazade. Ça c'est pas mal. Elle avait pas entendu. Oh ça va, on a le droit de taquiner aussi. Hein. Pas grave, Mais elle pas n'était grave. pas née quand. Elle est ingénieure, Elle a elle pas nous entendu, dépasse elle était tous. pas là, voilà. Elle est Elle ingénieure. n'était pas là. Mais non, faut pas dire. 1880. Remarquez, François Mitterrand, hein, bon, son passage a été J'ai remarqué. entendu 1900. Hein. Je pensais qu'on parlait du 20e siècle. Ah oui, non, mais d'accord, oui. Mais, Je veux juste préciser. oui, mais c'était 1988 alors, pour le deuxième mandat Mitterrand. Et 81 pour le premier. Voilà, oui, 87, 88. Un siècle près. On a fait quand même. Ça a été le plus long président de la 5e. Hein. Ouais. Est-ce que ça a été la plus grande arnaque? Ça, c'est une autre question. Je vois que beaucoup de monde est silencieux. Bon, Emmanuel. Joker. Oui, Je- parce je- que c'est un peu violent quand même. Oui, je sais, mais je suis comme ça. Moi, écoute, tu me connais, mon Pierre, maintenant. Ouais, ouais. Voilà. J'aime balancer des scuds, hein, un petit peu comme Trump en ce moment. Ouais, alors, Alors, lui, c'est ne pas- parlons pas des perdants. Il y a peu de chances pour que Trump balance des scuds, en fait. Hein. Oui, bah, je sais pas. Attendons. Non, les scuds, c'est plutôt. Donne un coup de poing à de ton la micro, garde voilà, des parce qu'il m'énerve ce micro. Emmanuel, tu vas changer de micro. Qu'est-ce qui se passe? Il coupe en fait, il fait des coupures et tout, donc tu vas te remettre à ta place habituelle, je crois, si tu le veux bien. Voilà, merci beaucoup. On fait des réglages en direct. Non, mais on a un micro, tu vois, qui est France Maghreb 2, mais il marche pas, tu vois. C'est un micro qu'on a piqué, je sais pas où celui-là. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Et si nous parlions un peu de vivre ensemble avec Sherazade dans un instant, voilà qui fait du bien. La belle histoire qui va nous faire une chronique de fin d'émission, je n'en doute pas une seconde, un hommage à Valéry Giscard d'Estaing, bien entendu. Et d'ailleurs, on en parlera au cours de cette émission. Parce que je me souviens d'avoir lu quelque part qu'un certain Emmanuel Dupuis, en tant que centriste, Exact. pouvait évidemment pas faire autrement que d'en parler. Il a marqué Valéry Giscard d'Estaing, quand même, participer à moderniser un peu le pays. On se souvient Oui. de la majorité, abaissée à 18 ans. On se souvient de l'interruption de grossesse. On se souvient du divorce par consentement. On se souvient aussi, je crois, d'un secrétariat d'État à la femme. Conditions féminines. Conditions féminines, voilà.
Et on se souvient aussi de l'affaire Bokassa. Aussi. Oh, il y a beaucoup de choses. Voilà, ça entaché un petit peu. C'est un grand écart, là. Voilà, oui, absolument. Bah oui, mais faut toujours donner le pour et le contre. Hein. Enfin, voilà. Ah ouais, enfin 7 ans, ça se résume pas qu'à ça non plus. Ouais, vous savez ce que disait De Gaulle, Qu'est-ce qu'il disait De Gaulle de Valéry Giscard d'Estaing? Son problème, c'est le peuple. Ah oui. Et oui, je crois que c'était son gros problème. En plus, il le fait trop bien, Pierre. Je te jure, on dirait Général de Gaulle. Oui. Ouais. Mais voilà, non, mais parce que il y a beaucoup d'hommages à Valéry Giscard d'Estaing, c'est normal, dans ce pays, on encense les gens qui meurent. Ah oui, donc ça, c'est formidable. On n'arrive pas à dire du bien de leur vivant, mais alors, une fois... quoique, on a quand même loué le modernisateur de son vivant. Oui, enfin, c'était pas que cela, hein, parce que, par exemple, sur... Je sens qu'ils vont s'engueuler. Les questions... c'est normal, on n'est pas de famille palutique. Oui, sur les questions, par exemple, de migration, enfin, je rappelle les lois Stoléru, je rappelle la fin du regroupement familial, franchement, les 10 000 balles et tire-toi, c'était 1975-76, le bilan de Valéry Giscard d'Estaing, c'est à la fois un héritage de mai 68, c'est un grand conservateur, et puis, oui, il a été modernisateur sur un certain nombre d'aspects que tout le monde s'applique à relever, et, moi aussi, mais ce n'était pas que ça, c'est un bilan contrasté. Comme tous les présidents, hein, on pourrait dire la même chose de François Mitterrand. Moi, je pourrais dire la même chose de chacun, mais je pense que... C'est marrant, il y avait déjà un Premier ministre à l'époque qui s'appelait Raymond Barre, qui appelait à créer sa propre entreprise. C'était déjà la start-up nation. Giscard d'Estaing, c'était... Déjà, la grande histoire d'amour. Disons que la représentation politique de Valéry Giscard d'Estaing, qui est un petit peu, effectivement, trop épisodique. Hein. Vous avez rappelé que 7 ans, donc cette famille centriste à laquelle j'appartiens. Bon, on en reparlera tout à l'heure, Emmanuel, parce que là, il y a la pub. Et, elle me fait des... Ah ouais, non, mais non, pas encore. C'était parti. Faut mettre un peu d'argent dans la caisse pour vous payer, les gars. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum, les amis, avec aujourd'hui Sherazade Bimorgan, ingénieur, avec monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité, avec monsieur Emmanuel Dupuis, président de l'IPS. L'IPS, c'est l'Institut de prospective et sécurité en Europe, auquel appartient l'excellent Pierre-Henri également. Ah bon? Et oui, on me l'avait pas dit. On ne cesse de le redire. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? On n'ose plus. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Eh ben, il participe aux travaux de l'IPS. Il prospecte. On va accueillir toute la famille de l'IPS. Voilà, sur France Maghreb 2. Et également aussi délégué national chargé des affaires étrangères chez les centristes. D'ailleurs, Hervé Morin, on l'a senti très ému, oui. Très ému par la disparition de VGE. Il s'est exprimé parmi les premiers quand on a appris la triste nouvelle. Alors je sais plus, il a dit un truc assez incroyable, c'est... c'est l'homme le plus intelligent qu'il ait croisé. Voilà, l'homme le plus intelligent qu'il ait croisé. Mais il le croit, et c'est tout à fait juste. Il l'a dit avant le décès de Valéry Giscard d'Estaing. Il faut savoir que nous avons dans notre famille politique le fils de Valéry Giscard d'Estaing, qui est un ami, Louis Giscard d'Estaing, le maire de Chamalières, qui est ancien député, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, pour montrer qu'il y a quand même une continuité de l'œuvre et du legs giscardien, qui est un legs auquel nous croyons et auquel nous sommes attachés. Un legs purement libéral au sens à la fois économique, sociétal du terme, des libertés publiques ou de l'expression des libertés publiques. Et je crois que nous étions dans une période, on en parlait précédemment avec Pierre-Henri, où les choses allaient mieux dans notre pays et d'une certaine façon, le président Valéry Giscard d'Estaing a été l'incarnation de cette France qui allait mieux économiquement. Alors évidemment, la crise pétrolière avait précédé son accession à la présidence, mais je crois que le plein emploi y était une réalité. Je crois aussi que la liberté d'expression était plus garantie, que la politique étrangère était peut-être plus simple parce qu'elle s'inscrivait encore dans une bipolarité et dans laquelle nous étions, nous, positionnés dans un camp et moins dans l'autre. Ça a peut-être été plus complexe et plus... difficile à percevoir avec le mandat, le septennat suivant, enfin les 10 ans du président
du président Mitterrand. 14 ans. 14 ans, mais oui, il est demandant. Mais oui, bien sûr. Oui. Puisque c'est Jacques Chirac. Et Emmanuel a même du mal à prononcer le nom de François Mitterrand. J'avoue que sa mémoire s'est un petit peu effacée dans mon esprit. Oui, mais pas dans l'histoire. Donc tout va bien. Tous les présidents regardent une part, et je crois qu'il faut pas. Je crois pas qu'il est bon de comparer les présidents entre eux. Chacun. Ah, quand même. Chacun s'inscrit dans une période donnée. On peut comparer Valéry Giscard d'Estaing avec François Mitterrand à l'époque. On peut le faire aussi avec Jacques Chirac. En 1974. On peut le faire avec Sarkozy. On peut le faire avec Hollande. Oui, non, mais on peut le faire. Non, c'est compliqué avec Hollande. Je dis qu'il faut le faire dans des périodes parallèles. Oui, mais Valéry Giscard d'Estaing, après avoir été battu, n'est plus resté dans la sphère politique. En tout cas, dans la sphère politique. Non, il a essayé de revenir, il s'est fait battre. Oui, c'est vrai. Je précise. D'ailleurs, ça a toujours été quelque chose qu'il a mal vécu. Il l'avait d'ailleurs écrit dans ses mémoires. Il a eu une traversée du désert qui ensuite l'a fait bifurquer vers la mairie de Chamaguères, vers le conseil régional du centre Auvergne à l'époque, et évidemment avec une mobilisation européenne. Souvenons-nous quand même. Oui, en 2001, il voulait être président de l'Union européenne. Sa carrière, évidemment, a rebondi avec, je crois, une très grande et très vive, une très grande sincérité, une très vive intelligence quand il a essayé de porter, malgré le vote, malheureusement, qui n'a pas été positif, la Constitution européenne, et donc le projet de refondation européenne. Donc je crois qu'il y a deux carrières il y a une carrière qui est beaucoup plus longue. N'oublions pas d'ailleurs que Valéry Giscard d'Estaing a été ministre des Finances du général de Gaulle, qu'il a été ministre depuis le début de la Ve République. Il a commencé jeune d'ailleurs, Bachelier à 16 ans. Alors, Bachelier à 16 ans et donc rentré dans la première armée du général de Lattre à 18 ans. Ouais. Donc, certains disent qu'il est arrivé tardivement, mais il y a une raison à cela, c'est qu'il n'était pas majeur, premièrement, et qu'il commençait ses études. Et ensuite, il est revenu d'ailleurs pour finir Polytechnique. Mais c'était, encore une fois, une personnalité de son temps. Je viens juste de terminer un propos sur Valéry Giscard d'Estaing et l'Afrique. On a beaucoup gossé sur, évidemment, ce qui a constitué, et c'est vrai, une période peu reluisante de son septennat avec l'affaire des diamants de Jean Bédel Bokassa, l'empereur, président puis empereur. C'est ce qui a entaché la fin de son mandat, on peut le dire. C'est en partie ce qui l'a fait perdre, effectivement. Oui. Et surtout la manière dont il n'a pas su se défendre. Il ne s'est jamais remis de cette défaite, d'ailleurs, qu'il a trouvée étrange. Je ne sais pas s'il s'est jamais remis. Il a ensuite continué dans une autre voie. Il a été membre du Conseil constitutionnel. Ah oui, ça, oui. Il a accédé à l'immortalité en devenant académicien. Et en écrivant très peu. Écrivant très peu. Il s'est inventé une liaison avec je réponds du tac au tac. Il y a sous la coupole des académiciens qui en ont écrit encore moins que Valéry Giscard d'Estaing. Mon cher Pierre-Henri, il faut aller dans cette direction. Enfin, je ne crois pas que ce soit vraiment le critère. Il a accédé, si. Il a accédé à l'immortalité, donc bon, très bien. Il a accédé à l'immortalité, reconnaissons-lui cela, puisque ses pairs l'ont reconnu comme tel. Encore une fois, il y a beaucoup de zones de complexité dans chaque homme, mais je crois que ce qu'il faut retenir, moi en tant que centriste du président Valéry Giscard d'Estaing, c'est que premièrement, je crois qu'il a eu une volonté très sincère de vouloir moderniser vite, et donc de faire un certain nombre de réformes qui sont des réformes structurelles. Il y a des présidents qui font des réformettes, il y a des présidents qui font des réformes qui sont acceptées par l'opinion publique, et puis il y a des présidents qui refusent de réformer, ou des premiers ministres qui sont tombés parce qu'ils n'ont jamais allé jusqu'au bout de ces réformes. Je crois que, comme vous l'avez rappelé, Christophe, l'abaissement de la majorité, le démantèlement de l'ORTF, la loi sur l'IVG, qui était quand même un élément, connaissant son milieu familial, Simone Veil, absolument impensable. D'ailleurs, une bonne partie de sa majorité a avalé beaucoup de couleuvres pour voter ce texte. La condition féminine, avec François Giroud, qui devient première secrétaire d'État à la condition féminine. Absolument. La modernisation de notre pays, il faut le rappeler, avec les premiers TGV, la première politique culturelle, en tout cas qui a restructuré Paris autour des grands musées. D'ailleurs, il se peut, comme la maire du 7e l'a demandé, que le musée d'Orsay soit rebaptisé comme l'a été le musée des Arts Premiers au nom de Jacques Chirac. Il se peut que le musée de la gare d'Orsay porte le nom de Valéry Giscard d'Estaing, et ce serait évidemment lui rendre un hommage tout à fait mérité, car il a, d'une certaine façon, lancé les premiers travaux que le président Mitterrand, évidemment, a approfondis et a augmenté. Il a bénéficié quand même d'un bel héritage, Mitterrand, après Giscard d'Estaing, quand même. Oui.
Oui, bien On peut le sûr. dire, non? Enfin, oui, enfin, il n'en a pas totalement Oui. assumé la totalité. quand Absolument, même. oui. Notamment sur les questions internationales. C'est une question sur laquelle on pourrait Je vois mon revenir sur Pierre toute une grimacer. question. Oh non, mais Valéry Giscard d'Estaing, je le disais tout à l'heure, le séducteur n'était pas très copain de bistrot. Je fais référence à la phrase de De Gaulle. Mais on peut être tenté d'oublier la personne et finalement se dire qu'il incarnait peut-être à son insu la fin des années 68, les années 68 finissant, les 70 déclinantes et la fin des 30 glorieuses. C'est pour ça que d'une certaine manière, il n'a fait qu'épouser les évolutions qu'une société demandait. Il l'a fait parfois avec courage, notamment dans la première partie de son Mandat. septennat. Et puis après, il y a eu le départ de Chirac, qui a créé une redoutable machine de guerre conservatrice, le RPR. Et il y a eu un immobilisme avec la crise économique, la montée inexorable du chômage, deux chocs pétroliers. Deux chocs, oui. Et un Premier ministre, je le soulignais tout à l'heure, Raymond Barre, qui exhortait déjà les Français à créer leur propre entreprise pour se sortir du chômage. Donc c'était déjà un petit peu la start-up nation. Puis je rappelle surtout que Valéry Giscard d'Estaing a été élu en 1974 avec 400 000 voix d'avance. Un taux de participation extraordinaire qui était de 87% à l'époque. On en est loin. Mais en n'oubliant pas une chose, c'est que les jeunes à l'époque de moins de 21 ans ne pouvaient pas voter. Et sa victoire en 1974, elle est notamment due à cela. Et puis encore un petit détail. Un petit détail quand même. Qui est-ce qui se désiste pour Valéry Giscard d'Estaing au deuxième tour de l'élection de 1974? Je le demande à mon ami centriste. Oui, c'est Jean-Marie Le Pen. Oui. On oublie, non mais on efface, le temps efface tout ça. Il avait fait un bon débat face à Mitterrand en 74. Qui Jean-Marie Le Pen? Non, oui, non. Vous n'avez pas le monopole vous n'avez du pas cœur. le monopole du cœur. Oui. Ouais, c'était quelqu'un de remarquablement intelligent. C'est pour ça que la prise de parole d'Hervé Morin est tout à fait en ligne avec ce qui est une réalité. Ouais. Ça ne fait pas de lui un être exceptionnel, mais je crois qu'il a incarné une certaine idée qu'on avait de la France à cette époque-là. Oui, incontestablement. Mais d'une certaine façon, on s'inscrit dans une nostalgie. Aujourd'hui, à vouloir, et c'est pour ça que je ne pense pas du tout qu'il faille faire une comparaison avec l'actuel président, à vouloir faire des comparaisons. Le président Valéry Giscard d'Estaing a voulu moderniser tout de suite, sans tenir compte de la manière dont sa majorité allait réagir, d'autant plus que le président Valéry Giscard d'Estaing s'inscrivait dans une tradition politique. Oui. Emmanuel Macron ne s'inscrivait pas du tout dans cette logique-là. Oui, et puis surtout, je crois que les années 80 ne ressemblaient en rien aux années 2020. Et elle le permettait. Ouais. Oui, elle le permettait. Le plein d'emploi le permettait. Bon, alors, messieurs, on va laisser la parole à Princesse Scheherazade. Qui n'est pas là. Qui, elle, souhaite nous parler de quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Elle ne nous parle pas du Giscard d'Estaing, Scheherazade, peut-être? J'en sais rien, moi. Scheherazade, tu veux pas nous parler de Valéry Giscard d'Estaing? Non, mais un ressenti. Elle a disparu, Scheherazade. Scheherazade. Elle est où, Scheherazade? Ah bah, elle est disparue. Voilà. Vous savez, vous l'avez fait fuir, les gars. Bon. Non, elle va revenir. Bon, alors, on va sûrement la retrouver, bien entendu. Scheherazade, est-ce que t'es là? Bon, alors Scheherazade n'étant pas là pour l'instant, on va la retrouver tout à l'heure parce qu'elle souhaitait nous parler du... Vivre ensemble. Vivre ensemble, absolument. Mais Scheherazade n'étant pas là, ça va être compliqué de parler du vivre ensemble. Du coup... On peut en parler comme ça. Ah bah oui, on peut en parler évidemment entre nous, mais bon, c'est ça les aléas du direct et de la technique magistrale, de la connexion qui fonctionne à merveille. Du côté de chez Scheherazade Bimorgan, vous voyez, on a parlé de Valéry Giscard d'Estaing, elle s'en est allée aussi. Elle nous a dit au revoir, un petit peu avant l'heure, Scheherazade. Scheherazade. Bon, allez, on va la retrouver tout à l'heure, c'est sûr. Bon, bah du coup, écoute, je vais demander à Pierre, alors, du coup, de s'y coller, hein, pour remplacer de ce pas. Alors, attendez.
Bougez pas parce que là j'ai un petit problème. Voilà. Sherazade, oui, une fois, 2 fois. Bon, 2 fois, ça sera 3 fois. Donc on va parler avec Pierre plutôt de frontières. Oui. En référence à une phrase de Monsieur François Ruffin. Absolument. Je suis favorable au retour des frontières. Celui qui s'exprime ainsi ne fait pas partie du Rassemblement national, des formations de la droite. Il s'agit du député insoumis de la Somme, François Ruffin. Aussitôt prononcé, aussitôt une partie de la classe politique lui est tombée dessus sur un sujet que tout le monde sait inflammable. Invité de la matinale de France Inter, le député est interrogé sur les déboutés du droit d'asile. Il répond « Je pense qu'il y a un devoir d'humanité à avoir, mais ce qu'il faut surtout, c'est revoir les accords de Dublin. » Et relancé sur la question des frontières, il dit « Je suis favorable au retour des frontières pour les capitaux, les marchandises et les personnes. Et aussi, il ajoute, pour les Européens du Nord, qui vont voyager partout dans le monde, il faut poser des limites à la circulation, tout azimut des personnes. Et peu après, il continue. Les frontières ne sont pas quelque chose de négatif, elles permettent de se construire. Il y a évidemment dans les réactions courroucées des uns et des autres beaucoup de mauvaise foi. Souverainistes contre mondialistes, le clivage passe à l'intérieur de tous les partis politiques. Les frontières sont des discontinuités qui séparent et relient. Elles constituent le périmètre de l'exercice de la souveraineté des États et l'un des éléments de l'identité des nations. À l'heure de la mondialisation et du cyberespace, elles conservent toute leur importance. Elles permettent de se définir et surtout de définir la citoyenneté comme appartenance à un espace commun. Les frontières de l'Hexagone nous disent que nous sommes en France dans un espace géographique, politique, social déterminé. Elles n'empêchent pas de se projeter à l'extérieur. La frontière contemporaine n'est pas à confondre avec le vocable largement utilisé de murs, de forteresses, pour parler par exemple de l'Europe. Cette notion de forteresse est aussi fausse que celle de passoire. Par exemple, l'Union européenne a accueilli plus de 2,5 millions de personnes de façon régulière en 2019. Dans les zones de tension actuelles, quels sont les principaux types de régimes de séparation frontalière ? Il y a des murs et des barrières dans des territoires disputés par les États. Exemple, le Sahara occidental, la Line of Control indienne dans l'ouest du Cachemire. La barrière de sécurité édifiée depuis 2003 sur les marges occidentales du territoire palestinien en Cisjordanie. Le mur de béton érigé par la Thaïlande avec le nord de la Malaisie, mais aussi les multiples réseaux de surveillance électronique avec des systèmes de capteurs, de radars, des caméras de surveillance, formidable marché lucratif pour la sécurité aux États-Unis ou aux frontières de l'Europe. Et donc en Europe, l'accord et la convention de Schengen ont édifié un espace unique de circulation pour les ressortissants des 26 États membres, soit 440 millions d'individus, vivant sur 4 millions de kilomètres carrés. Fini les contrôles aux frontières. Enfin, presque, parce que cela, c'était avant le coronavirus et avant les vacances de Noël, chers auditeurs et auditrices, parce que gare à vous si vous allez skier en Suisse. Des études récentes ont tenté de chiffrer le coût collectif d'une suppression de la libre circulation interne à l'Europe de Schengen. Elle serait de l'ordre de 10 milliards d'euros pour la France seule, de 77 milliards pour l'Allemagne entre 2016 et 2025. Autrement dit, Schengen a encore, et fort heureusement, de beaux jours devant lui. La position souverainiste de François Ruffin ne va pas sans rappeler les récentes déclarations d'Arnaud Montebourg. Le 22 novembre dernier, sur Europe 1, il déclarait « Je crois qu'un État ne peut pas faire l'économie de contrôler ses propres frontières, à la fois sur les entrées de biens et services ou pour toute personne qui cogne à sa porte. » Ruffin, Montebourg, allez, j'ose. Marine Le Pen dessine-t-il un front commun souverainiste ? À dire vrai, je n'en crois rien, leurs projets n'ont rien de commun. Parler des frontières n'est pas un mot réservé au Front National. Alors, chères auditrices, chers auditeurs de France Maghreb 2, venez nous dire ce que vous pensez de la frontière. Sont-elles utiles ? Doivent-elles être supprimées ? Nous protègent-elles ?
Votre avis nous intéresse. 01 40 33 9000, les frontières, mon cher Emmanuel, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça nous protège? Écoutez, moi je suis skieur, donc évidemment les frontières me révulsent un peu. En tout cas, celles que l'on érige temporairement pour les récalcitrants à cette, absolue complexité technocratique, peut-être absurdistan, comme on pourrait le qualifier, qui est en train d'être mise en place par ce gouvernement. Donc moi, je n'ai pas à dire si je suis pour ou contre le retour des frontières. Elles existent. Elles existent à un moment ou à un autre. Et puis le centriste, l'européen que tu es... Justement, j'y viens. Ouais. Elles existent à un moment ou à un autre. Alors on peut repousser la limite des frontières. On peut effectivement élargir notre capacité à se percevoir et à se concevoir dans un bassin de vie, dans un bassin économique, dans un vivre ensemble collectif. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il ne faut pas renforcer les frontières, mais renforcer ou du moins surveiller ou avoir une capacité d'avoir cette capacité de surveillance des frontières de Schengen. Je rappelle qu'il y a quand même 13 500 km de frontières terrestres de l'Union européenne et que si on prend les zones économiques exclusives en prenant les nombreuses dominiums, îles et territoires que nous avons à l'extérieur, les frontières de l'Union européenne, c'est 75 000 km de frontières. Donc évidemment, ça nécessite un outil, ça s'appelait Frontex, ça s'appelle maintenant une agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières avec un budget ridicule, Pierre me corrigera, pas plus de 300 millions d'euros, alors que ceux qui se jouent des frontières, les cartels, les passeurs, ceux qui se jouent de la désespérance humaine, rapportent beaucoup d'argent. En jouant sur ces frontières, Europol rappelle que le business de la traversée des frontières, donc le business des migrants, c'est 5 milliards de dollars par an. Donc il y a sans doute... À l'échelle mondiale, c'est 30 milliards. Donc il y a sans doute là une réflexion à avoir. Non pas qu'il faille nous embarricader, mais il y a quand même une réflexion à avoir. Mais c'est utile ou pas, les frontières? Mais oui, c'est précisément ce que je dis. Je ne parle pas des frontières nationales. Je dis des frontières. De la délimitation d'un espace que nous avons en commun. Juste une phrase, et après on rentrera dans le débat. Moi, je crois qu'il y a d'autres frontières qu'on n'a pas évoquées. Ce sont des frontières intellectuelles et idéologiques. On a, au niveau de l'Union européenne, des frontières invisibles. La frontière qui nous sépare entre les démocraties libérales et les démocraties illibérales. Entre la Pologne, entre la Slovaquie, qui, elle, a remis au goût du jour ses frontières, puisque elle n'admet aucun migrant sur son territoire. 0 migrant sur son territoire. Il y a des frontières qui ne disent pas leur nom, avec Viktor Orban d'un côté, avec le président Duda de l'autre, le président Tadić en République tchèque, et puis il y a des frontières aussi économiques. On l'a bien vu avec le plan de relance, entre les frugaux du Nord et les dispendieux du Sud, c'est pas moi qui le dis, c'est la manière dont le Premier ministre danois Mark Rutte évoque le fait qu'il y a des différences d'appréciation. Donc je ne suis pas pour, je constate qu'il y a au sein de l'Union européenne, dans sa perfectibilité aussi, à travailler à davantage de cohésion, sans que ce soit que matérialisé à travers des frontières terrestres ou maritimes. Mamadou est avec nous de Grenoble. Salut Mamadou, à quoi ça sert les frontières, Mamadou? Est-ce qu'il faut les supprimer ou pas? Bonjour, effectivement, je ne peux pas dire qu'il faut les supprimer, c'est-à-dire que la politique aujourd'hui est devenue économiquement sans l'humanité. Je dis ça, c'est une critique constructive, quoi. Quand vous parlez frontières, nous sommes des Français, donc on fait partie de l'Europe. Quand tu regardes bien, même le noir qui a été tapassé par la police française, je ne comprends pourquoi, parce qu'il est considéré comme là. Quand ils vivent ensemble, moi j'accepte de vivre avec les autres. Mais si les autres me rejettent, effectivement, Giscard d'Estaing, mes condoléances à sa famille. Elle a fait des réformes, qui est l'Europe, parce qu'un être humain ne peut pas vivre tout seul. Mais ce qu'il y a, la politique, il y a le droit d'appartenance, il faut assumer. C'est comme moi, je dis que je suis musulman, donc j'ai le droit d'appartenance à ma religion. Donc j'ai le droit d'affirmer de ce que je suis. Voilà. Très bien, merci Mamadou de Grenoble pour ton appel 01 40 33 9000. À quoi servent les frontières? Est-ce qu'il faut les supprimer? C'est la question que vous pose aujourd'hui Pierre-Henri. Vous y répondez au 01 40 33 9000. On s'attaquera aussi au syndicat Police en colère qui a saisi le procureur pour poursuivre Michel Zecler pour rébellion. Est-ce que cela vous choque? 01 40 33 9000. On parlera du Liban aussi avec cette conférence qui a eu lieu hier avec le président Macron et qui devait se rendre au Liban mais qui a finalement renoncé, préférant organiser cette conférence à distance. Et nous parlerons aussi du vivre ensemble si nous retrouvons Sherazade d'ici 18h. À tout de suite.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec monsieur Emmanuel Dupuis, monsieur Pierre-Henri et mademoiselle Sherazade Bimorgan. Il paraît d'ailleurs qu'on dit plus mademoiselle, vous êtes au courant, monsieur? Non, c'est madame. Madame. Princesse Sherazade qui est de retour avec nous, Sherazade. Pierre nous a parlé il y a quelques instants, a posé la question en énumérant un petit peu ses arguments au préalable. Les frontières, est-ce que ça sert à quelque chose d'après toi, Soraya? Les frontières, faut-elles les supprimer ou pas du tout d'après toi, Sherazade? Les frontières. Oui, les frontières. Les frontières, là on parle des frontières France, et de quelles frontières? Les frontières terrestres, par exemple, faut-il les supprimer ou pas? Est-ce qu'elles servent à quelque chose? Faut-il les maintenir? Voilà, la question qu'a posée Pierre il y a quelques instants, et également question posée aux auditeurs au 01 40 33 9000, Sherazade. Les frontières, ça sert à quelque chose ou pas? Je dirais oui et non. Enfin, ça dépend. Par exemple, ça dépend en fait de pourquoi la personne souhaite t'es centriste ou pas, Sherazade? Dans un autre pays ou non. Si il y a en fait, oui, dans le sens oui, parce que ça peut créer des liens, donc renforcer des pays, etc. D'autres, ça peut faire en sorte de faire passer certains trafics assez facilement. Donc, je dirais oui ou non, ça dépend en fait de l'objectif de la personne. Oui, donc elle est centriste, on a bien compris. Ouais. Voilà. Je l'accueille volontiers. Hein. Ouais. Je suis comme Pierre. Non, c'est Emmanuel. Non, Pierre, il n'est pas du tout centriste. C'est Emmanuel le centriste dans l'histoire. Ah, c'est Emmanuel le centriste. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Pierre, on se demande où il est d'ailleurs. Oui. Oui. Ah, mais, c'est très facile. Hein. Il a fait campagne pour les dernières municipales, donc on sait très bien où il était. Oui, absolument. Je sais pas, moi. Tu sais, je fais pas de recherche sur mes chroniqueurs pour vous dire que je fais totalement confiance. Oui. Mais tu as tout à fait raison. Et pour revenir aux frontières, j'ai une formule que j'aime employer qui est la suivante. Je suis politiquement pour la frontière, je suis économiquement pour son dépassement et je suis humanitairement pour cette transgression. Ce qui veut dire que politiquement, on construit une communauté nationale d'appartenance avec un certain nombre de règles, une langue, parce que la frontière, ça définit un territoire géographique, social, politique, humain. Et économiquement, nous savons bien que nous avons besoin d'élargir le marché. C'est pour cela qu'on a fait l'Europe et que c'est une belle idée. Donc, quand on me demande où je suis d'abord européen. Je suis aussi patriote. C'est pour ça que je suis pour la frontière. Et puis, je suis humaniste et c'est la raison pour laquelle je pense que dans un certain nombre de conditions, il faut pouvoir transgresser les frontières pour pouvoir se réfugier. Et d'ailleurs, c'est là où la frontière fait la différence, parce que un certain nombre d'États sont évidemment très protecteurs en termes de droits par rapport à d'autres. Et donc, vous voyez bien que la frontière, ce n'est pas un mur, c'est aussi une protection. Il y a des murs, hein. Il en existe dans le monde. On peut dire que c'est passerelle. Oui, bien sûr. Mais il en existe des murs, hein, quand même. Bien sûr. Oui. Ouais, voilà. Bien sûr. J'en rajoute un autre. Hein. Oui. La fermeture de la frontière entre le Maroc et l'Algérie, c'est une réalité aussi. Hein. Oui. Depuis 94. Absolument. Ouais. C'est regrettable. Ah, totalement regrettable. Des deux côtés. Des deux côtés, oui. Oui. De quoi, Sherazade? Les frontières algériennes dessinées par les Français. Oui, mais la fermeture, c'est pas les Français. Hein, Oui. Ah non. Les successeurs qui sont décidés. Oui, ça fait un petit moment qu'il y a des successeurs, Sherazade. Hein c'était pour dire qu'avant, il n'y avait pas de frontières. Oui, ça discute un peu. Oui, il y avait d'autres frontières, mais elles n'étaient pas situées là. Oui, voilà, on les a un petit peu bougées, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, elles sont fermées et c'est regrettable depuis 94 sans qu'il y ait une volonté des deux parties, d'ailleurs, de la réouvrir, hein, très concrètement. Et c'est bien dommage parce que ça permet aussi. Ça permettrait, en tout cas, il y a beaucoup de mariages d'ailleurs entre différentes familles marocaines et algériennes, et c'est très compliqué pour se rendre visite, etc. Donc voilà, et puis voilà, il y a surtout l'espoir quand même. Hein. L'Union économique du Maghreb. Elle a été réouverte en 2004. Pour peu de temps, mais elle a quand même été réouverte en 2004. Ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement des lueurs d'espoir. Et comme l'a dit Pierre, ça fait 30 ans qu'on aurait dû avoir l'Union du Maghreb arabe. Ah bah absolument, c'est 2 points de croissance pour tout le monde.
Eh ben, c'est pas rien, hein, 2 points de croissance aujourd'hui pour tous les pays du Maghreb. Je crois que... Oui, la Tunisie, on aurait plus besoin que les 2 autres, d'ailleurs. Oui, mais quand on parle de Maghreb uni aujourd'hui, c'est un peu utopique quand même, messieurs, pardonnez-moi. Bah oui, l'Union européenne, ça l'était aussi. Ouais, non, mais d'accord, mais là, vu le contexte un processus, géopolitique, ça prend du temps, oui. En tout cas, c'est pas pour demain. Vous avez remarqué l'alliance entre... Ce sera pour demain, mais ça aurait dû advenir beaucoup plus rapidement, hein. Je rappelle, hein, l'Union de Maghreb, c'est février 1989. Donc c'est quand même espoir. Salim qui nous appelle de l'Essonne. Salut mon Salim. Salut Christophe, salut à toute l'équipe. Bonjour. Salut Salim. Qu'est-ce qui se passe mon Salim? En fait, justement, tu parlais du syndicat police, là, justement, tu allais en parler, là. Oui, on va en parler, là, tout de suite, maintenant, là, le syndicat de police, des policiers en colère qui ont saisi le procureur pour poursuivre monsieur Michel Zecler, cet homme qui a été tabassé dans son studio par des policiers, 3 policiers. Et 4e, en fait, il n'a pas vraiment participé au tabassage, il a envoyé une petite lacrymo. Voilà, c'est ça. Il n'a pas frappé. Il y en a quand même un qui a dit que tellement il avait frappé, là, il s'en est fait mal au poing quand même. C'est incroyable. En tout cas, ce syndicat de police a décidé de saisir le procureur pour poursuivre Michel Zecler pour rébellion. Et j'ai envie de dire, une phrase me vient en tête, signée Audiard. Les cons, ça ose tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais bon. Ouais, c'est le monde à l'envers, quoi. Mais moi, j'ai une question que je me pose. Oui. Mais il y a un moment donné, on entendait souvent Assa Traoré qui justement qui s'est battu pour faire justice, pour avoir la justice par rapport au décès de son frère. Ouais. Mais est-ce qu'on l'entend par rapport à cette histoire-là? Je me pose la question, moi. Est-ce qu'on entend quoi? J'ai pas compris. Concernant Assa Traoré, oui, j'ai compris, mais qui on entend quoi? On entend qui en fait? Concernant l'affaire Adama Traoré, on l'a bien entendu, Assa Traoré. Oui. Et pourquoi on l'a pas entendu par rapport à Michel Zecler? Je ne sais pas. Ouais, c'est une question. Ça paraît suspect, ça. Oui, enfin, je sais pas. Elle était présente dimanche samedi pour la manifestation. Oui. Mais je crois que non. Je t'ai pas vu, Emmanuel. Ah, tu ne m'y as pas vu. J'y étais de cœur. Ah oui, moi aussi. C'est ça. Non, tu ne m'y as pas vu parce que je faisais une conférence. Voilà. Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est sérieux. Bon, merci mon Salim pour cette question. En tous les cas, bon alors, justement, la question est toute simple. Est-ce que ça vous choque qu'un syndicat de police, de policiers en colère, donc décide de saisir le procureur pour poursuivre Michel Zecler, pour rébellion? Emmanuel, c'est choquant ou pas, franchement? Bien sûr que c'est choquant, mais c'est d'autant plus choquant et littéralement excusable parce que ce sont des arguties juridiques. Ça permet effectivement aux policiers d'avoir une défense juridiquement valable parce que la justice ne s'appuie pas s'appuie sur des faits, bien sûr, ou la reconnaissance de faits, et jusqu'à preuve du contraire, ils ont omis de dire la vérité, et je parle très diplomatiquement. Ils sont accusés de faux témoignages, donc il leur fallait une faux en écriture de faux. Faux en écriture de faux et faux témoignages, donc il leur fallait une argutie juridique. Après, il appartient au juge d'analyser et de prendre en compte, et au procureur de s'en offusquer, ou en tout cas de battre en brèche cette... Choqué donc Emmanuel par cette demande. Alors je vais paraphraser Pierre, humainement choqué, ouais. Mais après tout, c'est le droit de la défense. La défense, la meilleure défense, c'est l'attaque. Oui, je précise que tout présumé innocent a le droit de faire un choix. Mais les innocents, là, on les voit quand même. Non, mais encore une fois, c'est pareil. Les vidéos sont là. Christophe, oui. D'une phrase. Emmanuel. La réalité est la réalité. Oui. Ensuite, il y a le système judiciaire. Chacun décide selon son âme et conscience et selon sa propre conscience la défense qu'il va définir. Elle peut être choquante, je ne la valide pas, mais elle est d'une certaine façon... elle appartient au défenseur. Oui, non, mais d'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle le principe absolu du droit de la défense. Il peut être critiquable, il est moralement injustifiable, mais il est juridiquement valable. Oui, en fait, Sherazade, c'est ce que tu nous dis. Juridiquement, ils ont le droit, mais bon, voilà. Ça t'a choqué, toi, Sherazade, ou pas? Mais bien sûr. Mais justement, en fait, quand ils ont vu qu'ils avaient... que tout était filmé, que tout le monde était contre eux, forcément, ils vont chercher une défense, mais ils savent très bien que... chercher une défense juridique, mais ils savent très bien que dans tous les cas,
ils ont tort et que même leur défense, je pense, elle a aucun argument fondé. C'est juste, ils ont cherché une loi au niveau juridique pour justifier en fait leurs actes. Pierre, mais il n'y aura aucun argument fondé, rien du tout. Leur base de leur défense, elle est complètement nulle. Mais juridiquement, ils ont le droit. Oui, Christophe, tu demandais tout à l'heure dans quel camp j'étais. Non, j'ai rien demandé, moi. Oui, mais moi, je suis un républicain passionné, voilà, et je suis, pour la recherche, évidemment, du compromis. Mais dans cette histoire-là, le recours intenté par le syndicat de police est tout simplement grotesque. Ça revient à perpétuer le déni de l'institution policière devant les violences endémiques et les dérives qui existent. Systémiques, oui, au sein, bien sûr. Ce n'est pas le fait de l'ensemble de l'institution policière, je le précise, mais d'un certain nombre de ces éléments. Et donc, je pense qu'il doit y avoir une profonde réforme de l'institution policière et d'abord un contrôle qui soit fait par une instance indépendante de la police. C'est absolument indispensable. Nous avons besoin de la police. Sa fonction est de secourir, de protéger. Et le lien, la dislocation du lien de confiance est un vrai problème politique aujourd'hui. Et je crois que l'action de ce syndicat de police est totalement contraire aux buts même qui sont assignés à une police républicaine. Bon, en tout cas, policiers en colère, on aurait aimé qu'ils soient en colère pour justement autre chose, mais bon, Je complète, Christophe. Oui, complète, avant qu'on accueille Mehdi qui nous appelle au standard. Non, moi je crois profondément qu'effectivement il faille modifier les règles de contrôle interne. Justement, le problème vient du fait qu'ils sont internes. Je crois qu'il faut externaliser le contrôle. l'IGPN est composé d'inspecteurs généraux de la police nationale. Donc à un moment ou à un autre, il faut faire comme en Grande-Bretagne, avoir le principe, et d'ailleurs, en Grande-Bretagne, je précise que c'est une autorité indépendante qui contrôle la police. Oui, parce que je précise aussi que ces violences policières, elles ne sont pas nouvelles. Ah non, ça c'est clair. Je vais raconter quelque chose, si tu me le permets. Et elles ne sont pas qu'en France. Hein. Elles sont pas qu'en France, mais restons en France. Moi-même, j'ai eu à subir des violences policières il y a Pierre Mais oui, il y a plus de 22 ans. Je me suis retrouvé lors d'un contrôle routier avec un nez cassé. Et carrément. J'ai évidemment porté plainte, l'IGPN s'en est saisi, et à l'époque, les policiers qui avaient fait diligenter ce contrôle routier avaient dit on va dire que sa tête a rencontré le haut de la voiture. Tu parles, je m'étais pris un coup de tête. La personne en question a été condamnée à 6 mois de prison. C'était il y a 22 ans. 6 mois de prison avec sursis. C'était il y a 22 ans. Donc, et moi, évidemment, je suis une personnalité de la société civile, je suis blanc, et donc, très sincèrement, je me suis dit depuis cette époque qu'il y avait une nécessité absolue de réformer l'institution, et je renvoie de façon permanente à d'autres, au film, par exemple, La haine, qui est paru en 1995, où Kassovitz parlait de cela. Alors je sais, c'est un personnage controversé, mais franchement, être républicain, c'est être pour la police. Et moi, je soutiens évidemment la police républicaine, mais je ne peux pas supporter ces dérives. Tu n'as pas mis un coup de tête en retour, non ? Ah non, non, moi je suis... la rébellion. Je suis rébellion pour rébellion, autant faire. Hein, voilà. Écoute, hein. Mehdi qui nous appelle. Bonjour Mehdi. Oui. Comment ça va, Christophe? Tu vas bien? Eh ben écoute, il va bien. Avec nos camarades aujourd'hui, on va bien. Ouais, j'ai écouté tout à l'heure. En fait, juste, j'interviens comme d'habitude. En fait, moi, rien ne m'étonne, en fait. Hein. J'attendais les retombées, mais rien ne m'étonne parce qu'une fois l'affaire a été saisie par le tribunal, les plateaux télé se sont transformés en commissariat de police. Mais c'est un truc de malade. C'est vrai, c'est vrai. Impossible. En aucun moment, ils ont dit, attendez, on va inviter des gens qui ont un rapport avec Monsieur Zecler, des producteurs, des gens qui ont des studios, qui ont été attaqués ou je sais pas quoi. Et en plus, la première fois, moi ça fait 30 ans que je suis en France,
c'est la première fois que je vois parler des policiers et leurs fiches techniques comme quoi qu'ils étaient sérieux, qu'ils étaient bien. Mais nous, on n'a rien demandé. C'est vrai, ils étaient irréprochables, paraît-il. Au tribunal, c'est tout. Ouais. Ouais. Merci Madi, merci de ton appel. 01 40 33 9000. Qu'est-ce qu'il y a, Emmanuel et Pierre là? Qu'est-ce que c'est que vous êtes très indisciplinés, mais vous êtes à l'antenne, mais on discute pas. Attendez, on écoute les auditeurs quand même. Pardon, Mehdi. Ah, c'est incroyable quand même. Regardez, ce sont ceux qui sont censés montrer l'exemple par votre âge et votre sagesse. Hein? Vous êtes des indisciplinés finalement. Les insoumis. Des insoumis poétiques. Littéraux. Oui, pardon? Des insoumis politiques et quoi? T'as rajouté Non, poétique. J'ai compris hétéro. Oui, bah. Qu'est-ce que ça vient par là-dedans? Accessoirement. Ça n'a pas un grand intérêt. Oui. Cette émission part en live. 01 40 33 9000. Syndicat des policiers en colère qui saisit le procureur. Je vous rappelle donc pour poursuivre monsieur Michel Zecler pour rébellion. Ça en fait même couiner le chien. Allô, bonjour. Voilà. Ben, bonjour, Christophe. Oui, c'est lui-même. Salut, ton prénom? Rachid de Vitry. Salut Rachid de Vitry. Bonsoir Rachid. Comment ça va mon Rachid? Ça va, tout doux. Bon, qu'est-ce qui se passe mon Rachid? Ouais, bah, c'est pour réagir à l'émission, en fait, du coup, là, sur la thématique, bah, c'est pas du tout étonnant, en fait, ce qui se passe. Enfin, le fait qu'il décide de poursuivre le producteur qui a été agressé, enfin, c'est même plus étonnant, les bras m'en tombent. Et je voulais juste faire une petite réaction à l'avant-dernier auditeur. Salim, en fait, je comprends pas du tout le pourquoi de sa question sur Assa Traoré, parce qu'en fait, j'ai déjà vu intervenir sur beaucoup d'autres victimes, et les bras m'en tombent, en fait. Rachid, est-ce que tu as été victime de violences policières, toi, Rachid, à ton niveau ou pas? Moi? Oui. Non, moi j'ai déjà été contrôlé peut-être 3-4 fois dans ma vie. Je suis pas spécialement victime de violences policières, mais c'était moi au départ je suis de Paris. Les seules fois que je me suis fait contrôler c'était au Tarteret quand je suis parti voir un pote. Oui, à Corbeil. Ouais. À Corbeil. Ouais. Et puis à Paris, mais bon, parce que j'avais un pote corse qui avait eu la bonne idée de mettre le poster d'Ivan Colonna sur le. Ah oui, effectivement. Mais à chaque fois, c'est très bien passé. Mais enfin voilà quoi, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, moi j'ai des témoignages de potes où voilà, j'ai beau m'appeler Rachid, je peux faire la victime ou à dire que j'ai déjà été victime de ces violences-là. Ouais. Parce que ça arrive aussi, mais voilà quoi, c'est du vécu, c'est du réel. On a déjà assisté à des contrôles de police de loin et des vidéos. Voilà, c'est accablant quoi. C'est bon, en tout cas, pas étonné, mais choqué quand même, Rachid. Hein, on est d'accord, choqué, nous le sommes tous. Ah bah ouais, non, mais c'est comme je dirais pas mieux que ce que t'as repris de vous dire tout à l'heure, quoi. C'est les cons, ça ose tout, quoi. Et c'est même à sa colère qu'on est d'ailleurs. Merci beaucoup, mon Rachid. Merci à toi. Salut, 01 40 33 9000. Bah, c'est vrai que personne n'est étonné finalement, mais on peut être choqué et nous sommes tous les quatre collectivement choqués par cette réaction du syndicat de police, les policiers en colère. Pour demander au procureur de poursuivre monsieur Michel Zecler pour rébellion. Un dernier appel là-dessus avant qu'on parle au vivre ensemble. Quelle belle transition, tiens. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, chère madame. Quel est votre prénom? Moi, c'est Nadia. Nadia, vous nous appelez d'où, chère Nadia? De Marseille. De Marseille, très bien. Bravo pour votre victoire, hein. Ça faisait bien longtemps d'ailleurs. Ouais. Quel hypocrite ce Christophe. Allez l'OM. Pourquoi hypocrite? Non, je pense pas. Je pense qu'il a une petite partie de Marseille, parce que Marseille, bon, après tout, c'est une belle ville, hein. À part le foot, quoi. Voilà, elle a tout résumé, Nadia. Bravo, voilà la sagesse de Nadia. Non, mais alors, je ne comprends pas parce que à chaque fois qu'il y a un auditeur ou une auditrice marseillaise, elle n'est pas pour l'OM. C'est pas possible, ça. Non, après, c'est les mêmes. Ils sont choisis par Christophe. Exactement. On est pour la France. Exactement. Bravo, Nadia. Bravo. Bon, voilà. Nadia, alors, est-ce que vous êtes choquée, vous, par cette réaction de ce syndicat de policiers en colère? Mais bien sûr, je vais vous dire une chose. Moi, je suis une maman de 4 enfants. Et je suis, on va dire, aide à la prestation, qui veut dire, on me confie les clés des maisons où je vais, c'est la première fois que j'en parle en direct. Et je suis choquée, je suis émue et je suis très malheureuse. Non. Alors, on m'a trahi, c'est les clients, ils m'ont trahi. Ils m'ont accusé de vol 2 fois. Ouais. Alors j'étais en période d'essai, cette période-là. Et quand je vous en parle là, j'ai les larmes aux yeux. Bon, bref, 1 an après, la première fois là, on m'a accusé de vol d'une robe, d'un t-shirt sale ou Hugo Boss, soi-disant. Bon, voilà. Bon, bref, que j'ai jamais vu la couleur. Et Dieu me soit témoin.
Voilà. Moi, je l'ai pas fait quand j'avais 16 ans, je l'ai pas fait quand j'avais 15 ans, et j'ai 40 ans, et j'ai 4 enfants, et je tiens énormément, et je fais du ménage. C'est du ménage que je fais, c'est pas autre chose. Ça veut dire que je suis pas assise à un bureau. Je suis pas, on va dire, derrière mon écran tranquillement. Voilà, je suis là, je trime, je dépose mes enfants à l'école, je suis toute seule en plus à gérer. Et je fais 8 heures de ménage pour pouvoir m'en sortir. Ça veut dire pour pouvoir m'en sortir, pourquoi? Pour avoir un petit crédit, pour pouvoir offrir à mes enfants, on va dire, un petit jardin pour pouvoir profiter du soleil et pour qu'il soit bien équilibré. C'est tout ce que je demande. Oui, et il est présent à Marseille. Pour le coup, le soleil, il est là. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, voilà, au bout de... j'étais en période d'essai. Au mois de novembre dernier, on m'a accusé de vol une fois et une deuxième fois. Bon, j'ai pas eu de chance, malheureusement. Après, la première personne n'a pas voulu porter plainte, et la deuxième personne, bon, elle a porté plainte. Alors, je vais vous dire une chose. On m'a convoqué il y a 15 jours de ça, en me disant, bah écoutez, voilà. J'attendais, moi, avec impatience, pour pouvoir m'expliquer, parce que cette histoire, elle me fatigue énormément quand on est innocent, et quand on est quand même, et en plus, dans les déclarations, quand ils ont porté plainte, enfin la personne qui a porté plainte, elle m'accuse quand même de vol de bijoux de 50 000 €. Ah oui, quand même, hein. Ouais. Ah oui, non, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui est vraiment assez lourd, quoi, sur le dos. Et en plus, alors, elle avait peur parce que c'était le 31 décembre. Elle avait peur qu'on lui vole son or chez elle. Elle est venue chez son fils, enfin, chez sa fille, enfin, chez sa belle-fille et son fils pour pouvoir passer la soirée. Alors, elle est, on va dire, elle a apporté, ce qu'elle dit, hein. Elle a apporté sa boîte de bijoux qui vaut 50 000 €. Elle l'a posée, elle est partie au McDo avec les petits. Elle est revenue, elle m'a trouvé bizarre. Mais bon. Et après, en fait, elle va porter plainte le lendemain à 10h30 du matin. Je sais pas, moi personnellement, quand... et moi je suis, on va dire, voilà, je fais une tête d'arabe, hein, je fais pas une tête de Juliette. Hein. Bon, après, c'est pas, moi je dis pas qu'ils sont racistes ni rien du tout. Je n'ai pas rentré dans leur tête ni dans leur... Ouais. Voilà, je ne rentre pas dans les systèmes de racisme. On est là, on est tous français, et puis, bah, écoutez, pour moi, nos couleurs ne font pas une différence. Bon, bref, et le lendemain, à 10h30, moi je quitte les lieux à 15h. Le lendemain, à 10h30, je reçois un coup de téléphone, c'est son fils qui m'appelle. Oui, bonjour, madame, vous savez qui je suis? Je dis non, excusez-moi, Attendez, moi je dis bonne année déjà, j'étais contente. C'est en 2020, on est le premier. Et j'étais contente avec mes enfants parce que j'allais leur faire un grand gâteau, couscous, tout. J'étais un peu avec la famille. Et là, il me dit, soit vous nous rapportez les bijoux, soit on porte plainte. Ah mon Dieu. J'ai dit, non mais attendez, je suis en période d'essai. C'est la deuxième accusation, je m'écroule sur le fauteuil. Bon bref, un an après, je reçois une convocation, je vais chez la police, oui bonjour, bon, enfin on m'appelle par téléphone, hein, et on m'envoie une convocation par mail. Je me présente chez la police, c'était le 12 novembre. Eh ben écoutez, bonjour, oui, bah écoutez, vous êtes en garde à vue, comment? Bah, vous êtes en garde à vue, et sans preuve, hein, sans rien du tout, hein. Bah, vous avez écouté à la garde à vue, Nadia, c'est ça? Voilà, je suis en garde à vue de 9h jusqu'à 18h, avec une perquisition à 15h devant mes enfants. D'accord. C'est joli. Non, pas trop. Très beau, mais sans preuve. Et alors qu'est-ce que ça a donné, Nadia? Maltraité. Mais qu'est-ce que ça a donné maintenant? Vous en êtes où? Eh ben, écoutez, on a clôturé l'affaire sans preuve, sans poursuite judiciaire. D'accord, donc une petite garde à vue, histoire de vous faire goûter, perquisition devant vos enfants. Bon, bah voilà. Merci beaucoup, Nadia, en tout cas, de nous avoir raconté votre histoire et bon courage pour la suite. Et ne lâchez rien, ma chère Nadia. On n'en finira jamais avec... Et vous savez, je vais vous dire une chose. On ne saura jamais ce qui se passe en garde à vue. Ah oui, ça. Ils se protègent entre eux. Et je vous assure, c'est un truc de dingue. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, j'ai une amie avocate qui me raconte qu'il se passe des choses étranges dans les gardes à vue. Hein. Ça se déchaîne un peu. C'est un truc de dingue. Ouais. Moi, je l'ai déjà entendu dire. Toi, excusez-moi pour le mot, hein, je vous respecte et je ne peux pas parler comme ça parce que bon, c'est vraiment toi avec ta tête de noir qui ira nulle part. Et toi, moi moi en plus quand je suis arrivée avec mon voile. Enlève ton voile. Attends, tu vas en garde à vue avec ton voile? Mais qu'est-ce que ça peut te faire que je vais en garde à vue? Mais je suis innocente. Mais attends. Bon, bah merci beaucoup Nadia en tout cas et bon courage pour la suite du côté de Marseille. Merci beaucoup Nadia. Merci beaucoup.
beaucoup et merci de m'avoir écouté et je vais porter plainte. Bah oui, vous avez raison, il faut se défendre, Manadia. Merci beaucoup. Écoutez, je suis propre et je resterai toujours propre. C'est bien. D'accord, c'est pas parce que je suis une arabe que ça veut dire que je suis une voleuse. Bah non, évidemment. Merci Nadia, je vous embrasse. Voilà. À bientôt, le vivre ensemble avec Sherazade Bimorgane, le Liban avec Emmanuel Dupuis. C'est les sujets à venir dans le LGF sur France Maghreb 2. Merci de vos appels au 01 40 33 9000. Vous n'avez pas goûté à la garde à vue, vous tous les trois, non? Personne n'a été en garde à vue? Non, jamais. Et justement, en fait, je voulais juste dire quelque chose. Oui. En fait, ce genre d'abus de pouvoir, en fait, ils se le permettent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que les gens, les personnes issues peut-être de l'immigration ou autres qui ne savent pas lire ou quoi que ce soit, ne connaissent pas leurs droits. Donc, comme ils ne connaissent pas leurs droits, eh ben, on va profiter. Merci. Dans un instant, donc le vivre ensemble avec Sherazade, le Liban avec Emmanuel Dupuis. Restez avec nous, c'est le LGF sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum avec Sherazade Bimorgane, avec Pierre-Henri, avec Emmanuel Dupuis, avec nous sur votre radio France Maghreb 2. Et le sujet attendu, donc le fameux vivre ensemble de Sherazade Bimorgane. C'est pour maintenant. Sherazade, nous t'écoutons. Merci Christophe. Alors, le vivre ensemble. Grève, manifestation, épidémie, violence policière, racisme. Nous, unis, communs. Je, désunis, individuels. Je pense, donc vous êtes. J'ai mon avis, donc c'est la vérité. VS. Nous sommes, donc nous construisons. Nous avons, donc nous partageons. Alors je vous demande, vous êtes plus nous ou je? Et est-ce que le je a-t-il pris le dessus au sein de notre société? Alors, chaque pensée a sa propre liberté, mais elle peut s'exprimer. En revanche, ce n'est pas une vérité fondée et elle ne doit certainement pas devenir une loi appliquée. Alors, qui peut donc déterminer les lois du vivre ensemble, mais surtout comment? Aujourd'hui, malheureusement, nous observons qu'une différence est mise au front sur des critères tels que l'âge, la culture, la religion, le niveau socio-économique, des idées politiques, de santé, etc. Une société autant divisée voit son avenir menacé. Les partis politiques participent bien évidemment à cette division. Il y en a certains qui accusent les assistés, quand les autres pointent du doigt les riches, ou encore d'autres opposent les croyants selon leur religion, les jeunes également aux retraités, les salariés aux entrepreneurs, la droite à la gauche, les Français aux étrangers. Et ces étiquettes médiatisées sans cesse viennent à se dissimuler dans nos pensées, des messages véhiculés nous poussant à nous désunir. Et tout ça, ce sont autant de facteurs de division qui peuvent être malheureusement utilisés par des personnes mal intentionnées afin de provoquer des conflits entre les gens ou même jusqu'à les égarer dans la quête de solutions à leurs problèmes. Actuellement, par exemple, il s'agit d'opposer les gens sur la religion afin de ne plus évoquer le bilan économique et social catastrophique de la nation. Un petit combo passe-partout. Et ces étiquettes sont le substrat des discriminations, restreignent le développement de notre potentiel en nous mettant des carcans inutiles, voire nuisibles. Alors, j'aimerais savoir pourquoi et comment avoir un esprit aussi bas. Déjà, par la facilité, car la compréhension d'un phénomène complexe demande du recul, de la sagesse et surtout de la recherche. Et oulala, pourquoi se prendre la tête quand la facilité est à portée de main? Oui, être aussi bas que de distinguer une personne via son appartenance religieuse. Fastoche! Être aussi bas que la sous-estimer par rapport à sa classe sociale. Fastoche!
être aussi bas que la critiquer par rapport à sa tenue vestimentaire. Fastoche. Être aussi bas que de la juger par rapport à son niveau d'études. Fastoche. Et donc, de déterminer sa personne, son intégrité, son comportement et ses agissements sans aucun argument fondé. Bingo. Nous devons alors nous poser des bases qui nécessiteront des efforts propres à chacun. Comme tout objectif, il faut y mettre du sien et surtout et notamment des efforts. Et plus l'effort sera grand et plus le résultat sera élégant. Le vivre ensemble est le point cardinal pour établir les lois de notre société. Le vivre ensemble est l'un des plus gros potentiels de progrès de notre société, car sans confiance et dans la défiance des uns et des autres, il ne sera pas possible ni de construire quoi que ce soit, ni d'avancer. Car nous souffrons tous de maux, mais le problème c'est que nous souffrons chacun de notre côté, très occupés à rejeter la faute les uns sur les autres, plutôt que de chercher ensemble des solutions à nos problèmes. Le vivre ensemble est un choix, une décision conséquente. Ce n'est pas inné, prendre en compte les vraies réalités, accepter nos différences et faire sortir le meilleur de chacun est au final une facilité, un bien qu'une majorité a déjà assimilé, bien qu'on ne la voie jamais à la télé. Donc, auditeurs, auditrices, dites-moi, aujourd'hui, est-il facile de vivre ensemble? Fastoche, Sherazade Bimorgan. Est-ce que c'est facile de vivre ensemble, mon Pierre, aujourd'hui? Mais moi, je pose pas la question du vivre ensemble. Vivre ensemble, pardon, mais oui, pour moi, il y a un problème de sens. Il s'agit plutôt de faire ensemble, de faire société commune, à partir de bases communes. Parce que vivre ensemble, on peut vivre ensemble en étant totalement séparés. Et ce n'est pas le projet de société que j'ai... loin des yeux, loin du cœur. Hein. Que j'ai dans la tête, oui. Enfin, nous avons une archipélisation de la société française qui se renforce de jour en jour, chacun chez soi. Ouais. Et donc, moi, je suis surtout attaché au fait de faire ensemble, voilà, faire école commune. Faire politique. C'est lié, Pierre. Non, c'est pas simplement lié. Bah oui, vivre ensemble, c'est penser et faire ensemble, c'est ce que te dit Sherazade. Qu'est-ce que vivre pour toi? Vivre, c'est faire, c'est forcément dans l'action. La pensée entraîne l'action. Eh bien, je suis heureux d'aider à préciser ta pensée, Sherazade. Oui, et donc, parce que c'est bien beau de dire ça, mais t'as pas répondu. Vivre et c'est faire ensemble, cher Pierre. J'ai dit que le vivre ensemble aujourd'hui, c'était l'un des plus gros potentiels de progrès de notre société. Oui. Donc on avance, et j'ai dit que la majorité l'a bien assimilée, mais c'est pas forcément celle qu'on voit à la télé, celle qu'on expose. Parce qu'à la télé, ce qu'on expose le plus souvent, ce sont les mots, les problèmes, etc., qui vont créer en nous des différences, des divisions. Oui, mais il y a un projet commun. Qui a créé des manifestations, du racisme et autres. Mais je ne dis pas que c'est la majorité. Justement, la majorité a bien assimilé ça, d'où le fait qu'on soit en progrès. Mais oui, enfin, autour de la République, des valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, ben, tout ça, c'est pas des mots sur le fronton des mairies ou des écoles. C'est aussi des valeurs à faire vivre de manière quotidienne. Et il faut se battre pour ensemble, pour pouvoir les vivre ensemble et travailler ensemble à une société meilleure. Emmanuel. Oui, alors bon, il y aurait beaucoup à dire sur la chronique de Sherazade. Moi, je crois que le vivre ensemble, c'est pas un choix. Le vivre ensemble, c'est une construction. C'est pas évident, mais ça part du principe, peut-être paradoxal, qu'il faut quand même des règles. Et je crois que c'est important de faire la différence entre les règles qui nous ramènent
vers l'effacement de l'individualité. J'avais un petit peu, en écoutant Sherazade, cette idée que, en gros, il faudrait que toutes les individualités ne s'agglomèrent pas. Non, au contraire, le vivre ensemble, c'est précisément avoir des gens qui ne partagent pas tout à fait, totalement, un certain nombre de sujets. Évidemment, il y a les valeurs communes, et je crois qu'il est important de rappeler que le degré supérieur de la démocratie, c'est la République. Et il ne faut pas faire en sorte de remplacer la République par quelque chose qui serait peut-être plus, nébuleux, dans lequel on mélangerait tout, le fait que de ne pas mettre sur le même niveau le droit de blasphémer, le droit d'avoir une religion qui n'est pas forcément celle de son voisin. Moi, je crois qu'il faut être très très précis sur les choses. Le vivre ensemble, c'est un processus qui se construit. Le vivre ensemble, il part du principe qu'il y a des lois fondamentales qui le permettent, mais que bien évidemment, ça ne doit pas être l'effacement de l'individualité. Au contraire, chaque individu est différent. Le vivre ensemble, c'est pas tous penser la même chose. Ça, c'est un point, je crois, déterminant. Moi, j'avais cette très belle phrase en tête, et je l'ai toujours, et je la cite souvent, c'est cette phrase d'Alain. On ne naît pas citoyen, on le devient. On est tous des individus à notre naissance, et à la fin de notre existence, nous devons être des citoyens par notre parcours de vie, par notre capacité d'absorption sur un certain nombre de valeurs que l'on estime, selon son éducation primordiale et essentielle, les droits de l'homme, l'égalité entre les sexes. Après, les valeurs peuvent différer là où l'on habite, évidemment. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les principes démocratiques sont, un et entier, et qu'ils s'exportent de la même manière sans tenir compte des spécificités locales. Il y a aussi des histoires particulières, il y a des géographies, il y a des sociologies qui font qu'on ne peut pas exporter un principe démocratique en mettant en avant d'une manière peut-être un peu trop égocentrée ou ethnocentrée un certain nombre de réalités. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui s'est passé pendant la période coloniale où notre modèle démocratique s'est imposé dans des situations et dans des géographies qui n'étaient pas tout à fait identiques à ceux de nos hexagonales. Et un autre point qui me semble important d'avoir à l'esprit, c'est que le vivre ensemble peut parfois être un vivre ensemble très artificiel quand on va agglomérer des communautés entre elles en disant finalement, les communautés vivent entre elles à partir du moment où il n'y a pas d'opposition entre elles. Non, faire société, c'est un projet, c'est un pacte. Et donc le pacte, ça veut dire qu'il y a des droits, il y a des devoirs. Le pacte des loups. Ça veut dire que chacun d'entre nous est responsable de la manière dont il perçoit ce vivre ensemble. Alors évidemment, c'est facile de le dire, c'est un petit peu plus compliqué de l'assurer. Non, c'est très compliqué de le faire, c'est encore plus difficile de l'assurer ou d'en assurer la possibilité. Et je crois que c'est là où est la responsabilité des élus. Sherazade, en conclusion. Justement, j'aimerais répondre, excuse-moi Christophe, je me permets. Alors, sur deux choses. Alors, lorsqu'on construit quoi que ce soit dans la vie, que ce soit une maison ou quoi que ce soit, c'est qu'on a décidé de la construire. Et quand on a décidé de la construire, c'est un choix. Donc, lorsqu'on fait quelque chose, ça émane de notre propre choix. Et une deuxième chose, j'ai jamais dit que les gens doivent être pareils, doivent penser pareil. Justement, j'ai dit, c'est accepter nos différences et prendre le meilleur de chacun pour vivre en société. Non, on n'est pas d'accord là-dessus. Pas du tout, non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais moi non plus. Non, je suis pas du tout. Ils sont pas d'accord, Sherazade. C'est pas le prendre le meilleur de chacun, finalement, c'est un choix qui appartient à chacun d'entre nous. Attends, bouge pas, Manuel, bouge pas. Chaque pensée a sa propre liberté et elle peut s'exprimer. Donc, bien évidemment que chacun pense différemment, que chacun est différent. Et c'est ça aussi qui peut être une très grande puissance, un très grand pouvoir, parce que, comme on dit, les contraires s'attirent. Non, c'est pas l'individualisme on peut également construire, par exemple, moi je vais penser, qui construit quelque je vais chose. voir un tel point, quelqu'un va voir un autre point, et ces deux points peuvent s'allier, et on peut construire quelque chose de meilleur encore. Mais pour ça, il faut d'abord accepter attends, les différences Sherazade, et de les pointer. Emmanuel te répond, Emmanuel te dit, ça c'est du... Ce que tu as énoncé, en fait. Emmanuel, Sherazade, Emmanuel te dit, c'est du communautarisme, ça. Oui. Le principe, encore une fois, Alors, accepter les différences de quelqu'un, ne pas le critiquer, ne pas le juger, c'est être communautaire? Non, être communautaire, c'est justement partir du principe qu'il peut y avoir. J'ai dit, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas juger, il ne faut pas sous-estimer par rapport à un niveau d'études, une tenue ou une classe sociale. C'est justement accepter les différences, prendre le meilleur de chacun. Mais ça veut pas dire, mais Sherazade, ça veut pas dire grand-chose. Pardon. J'aimerais bien que Sherazade le définisse, le meilleur de soi-même, et qui le définit comme tel. On n'a pas la même définition.
Mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire le meilleur de soi-même? le projet commun, c'est un projet politique où on sait où on va avec un certain nombre de règles, un certain nombre de lois qui nous permettent évidemment de vivre aussi nos différences. Mais c'est pas l'expression individuelle de chaque opinion. Bien sûr que chacun est libre de penser, de s'exprimer dans ce pays. Mais ce qui le fait avancer, c'est un projet commun. Et ce projet commun, il est évidemment défini par des règles démocratiques dans un cadre républicain. Tacitement accepté par tous ceux qui, évidemment, s'y souscrivent. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle les droits et les devoirs, ou l'égalité dans les deux sens. Attention, hein, le communautarisme, c'est justement estimer que la manière de se vivre en société selon des règles qui peuvent être, et je ne critique pas, et je ne fais même pas de jugement de valeur pertinente, se superposent ou sont en concurrence, voire même sont estimés par certains supérieurs à la loi commune. Ça, c'est du communautarisme. Bon, bah complètement d'accord. Non, mais ça c'est bien parce que voilà, il y a un point de désaccord qui est intéressant, mais qu'il faudra remettre sur la table, ma chère Sherazade, parce que mais c'est une très belle voilà, mais chronique, de face à face, des yeux dans les yeux. Oui, voyez, non, mais c'est une très belle chronique. Je suis sûr que Emmanuel et Pierre, tels des grands machos qu'ils sont, ne se comporteront pas pareil si tu es en face, Sherazade. Bien sûr que si. On lui dira la même chose. Bien sûr que si. Ça, c'était pour mettre un peu le bazar. Vous me connaissez, je suis le roi dans ça. Bon, merci en tout cas, Sherazade, d'avoir défendu ton point de vue. Voilà, face à Pierre et à Emmanuel. Et bien entendu, on saura le remettre sur la table dès que possible, Sherazade, avec toi et en présentiel, j'ai envie de dire. Il faut qu'on avance, Emmanuel. Alors je vais faire très vite, voilà, vers la c'est fin. C'est ça, bah c'est oui, les sujets les plus importants. C'est tous les sujets internationaux qu'on met à la fin. Vous avez remarqué, hein, Christophe? Ça y est, on dirait dans tous les Rudy débats. Kazi. Alors là, tu dans fais tous les débats, c'est toujours. T'es en train de faire ce que fait Rudy Kazi, c'est-à-dire pleurer en permanence. Non. Allez, Emmanuel, je n'abuse pas du temps et je vais à l'essentiel. C'est tenu à Paris une conférence dont on pourrait penser qu'elle n'est pas très importante, car elle concerne 5,5 millions d'habitants, mais qui pourtant nous sont chers, les Libanais. Tout le monde a à l'esprit que le Liban vit une situation dramatique. Ça a commencé, hélas, avant l'explosion du 4 août dernier, qui a ravagé une grande partie de Beyrouth-Ouest. Je rappelle quand même que l'hiver s'est installé à Beyrouth-Ouest et que la situation humanitaire pour 350 000 personnes est un peu dramatique. Là, effectivement, il faut avoir cela à l'esprit. Bref, c'est tenu à Paris, comme vous l'avez évoqué, Christophe, une conférence des donateurs, comme on dit. D'ailleurs, cette conférence porte un doux nom, CEDRE, la conférence économique pour le développement, la reconstruction et les réformes libanaises. Alors cette conférence avait de hautes ambitions. C'est la deuxième conférence d'ailleurs qui se tient à Paris, une précédente en avril. On avait dit qu'il fallait urgemment trouver 14 milliards d'euros, vous imaginez cette somme, 14 milliards d'euros pour faire face à une situation dramatique que vit le Liban. Encore une fois, l'explosion du 4 août n'a été qu'un phénomène agglomérateur qui a médiatiquement focaliser l'attention sur le Liban, mais le Liban vit une situation absolument dramatique. Le troisième pays le plus endetté au monde, 194% de son PIB, avec là aussi un appauvrissement, une paupérisation de la population qui est dramatique. Là aussi, 35% de la population libanaise est au chômage, avec une évasion fiscale qui là aussi pourrait montrer ou démontrer un certain paradoxe, alors que le Liban s'enferme dans cette crise économique. Près de 5 milliards d'euros ont quitté le Liban juste avant ce début de cette crise qui remonte à octobre 2019. Une société très polarisée, chacun le sait, je vous donne quand même ce chiffre qui peut nous interroger. 60% des comptes bancaires sont détenus par 2% de la population. Ça veut dire que 98% de la population détient la minorité des comptes bancaires. Donc c'est une société évidemment polarisée et d'une certaine façon c'est le nœud gordien ou la pierre d'achoppement sur lequel chacun s'échigne à trouver une solution, et c'est la raison pour laquelle le président Emmanuel Macron avait appelé tel un sauveur, et c'est peut-être là où il y a un débat. D'aucuns ont estimé qu'il se pensait un peu comme si le Liban était encore un protectorat français. C'est vrai. Il l'a été entre 1920 et 1943, mais il ne l'est plus depuis l'indépendance, le 22 novembre 1943. Et donc, d'une certaine façon, beaucoup se sont étonnés du ton très comitatoire du président Macron. Je vous rappelle que le président Macron a donné un ultimatum de 4 à 6 semaines pour qu'il y ait un nouveau Premier ministre. Le président Emmanuel Macron, qui s'est rendu 2 fois
à Beyrouth, justement à l'aune de l'explosion du 4 août, le 18 août et le 17 septembre, se montre très offensif ou parfois à la limite de l'ingérence sur le Liban, et peut-être beaucoup moins quand il s'agit de reconnaître ou de plutôt ne pas reconnaître un certain nombre de chefs d'État africains qui se sont fait élire dans des conditions pour le moins rocambolesque. La jurisprudence guinéenne, par exemple, ou la jurisprudence ivoirienne me fait dire qu'il y a peut-être 2 poids 2 mesures de ce point de vue-là. Et la question la plus essentielle, c'est pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron se montre aussi insistant sur le Liban? Après tout, il est jeune, il n'a pas connu cette période. Je vous rappelle que le général de Gaulle, lui, a vécu quelques semaines au Liban, et que le Liban, encore une fois, faisait partie des grandes heures de notre politique étrangère. Et je crois que le Liban, qui est en guerre avec Israël depuis 1982, il faut avoir cela à l'esprit, mérite toute notre attention. Mais peut-être que la méthode et la manière dont le président s'ingère un peu dans les affaires publiques, les affaires politiques du Liban, interroge. Alors, évidemment, les Libanais sont heureux que le président Emmanuel Macron dise que leur classe politique n'est pas à la hauteur. Mais c'est, encore une fois, quelque chose qui nous interroge sur la manière dont un chef d'État étranger peut s'arroger le droit de penser quel est l'objectif ou l'orientation ou la trajectoire de ce pays. Donc, d'une certaine manière, la question du Liban pose 4 problèmes, et je l'ai dit très rapidement, et je pose ma question. Sur le principe de l'indépendance nationale, sur le principe de l'interventionnisme, fût-il justifié par rapport à la gravité de la situation économique, la responsabilité de la communauté internationale. Est-ce que finalement la communauté internationale peut tout? Je reprends mon propos. Il y a d'un côté une société très polarisée, avec beaucoup d'argent qui fuit le Liban, et de l'autre la communauté internationale qui dit il faut de l'argent pour sauver l'économie libanaise. On peut s'interroger sur la responsabilité aussi de la classe politique libanaise depuis un certain nombre d'années. Et puis, bien évidemment, la capacité tout court à sauver une économie qui n'a pas fait les bons choix économiques. Le FMI rappelle que ce pays est dans une forme de récession volontaire, ou dans le cadre d'une dépression assumée, pour que justement la communauté internationale puisse l'aider. Donc ma question est simple. Peut-on sauver le Liban? Doit-on sauver le Liban, nous qui ne sommes pas libanais? Ça, c'est une bonne question, ça. Peut-on sauver le Liban? Doit-on le sauver, bien que nous ne soyons pas libanais? Je précise, voilà, parce que nous ne sommes pas libanais. Exactement, bien qu'on ne soit pas libanais, Pierre. Est-ce qu'on peut parler d'ingérence de Macron d'abord? Moi, je pense qu'il faut être cohérent dans les critiques. On ne peut pas à la fois dresser toutes les vilainies du gouvernement. Villény, d'accord, je retiens. Ouais. Voilà, vous cherchiez l'orientation politique de Pierre Henry, il l'a dit lui-même. Ça s'approche. Hein. Il l'a dit lui-même, c'est bien. Du gouvernement libanais, et puis faire le reproche en même temps au président. Je ne savais pas qu'il était pour Cédric Villani. Oui. Et puis faire le reproche à Emmanuel Macron d'intervenir sur cette question. Il a réitéré ses exigences de réforme envers le Liban en ouvrant une 2e conférence internationale d'aide d'urgence. Je rappelle que quand même, la première a permis de débloquer 288 millions d'euros pour... Oui. Pas tout à fait quand même. Si, absolument. Non, absolument, je confirme. 288 millions d'euros. Papier, mais ils ne sont pas décaissés. Ils sont décaissés, ce qui n'est pas rien et ce qui répond à une petite partie des besoins. Et en même temps, il appelle évidemment le gouvernement libanais à réformer sa politique et surtout à lutter contre la corruption endémique qui est présente. Bon, voilà, je crois qu'il a raison de le dire. On peut toujours, évidemment, s'étonner du ton employé par le président de la République. Oui. Là, oui, c'est tout à fait possible. Oui. Mais enfin, à partir du moment où on a besoin d'un certain nombre d'aides, le Liban, ce très cher pays, ce très beau pays doit être réformé. Et je crois que le président Macron, aux côtés de la Banque mondiale, de l'ONU, de l'UE, ont raison d'exiger un certain nombre de garanties pour la mise en place d'un fonds pour le relèvement
du pays, Bon. avec la participation de la société civile. Bon, Sherazade, on n'aura pas le temps, Sherazade, de te poser la question. Emmanuel. Oui, juste pour compléter, oui, Pierre très a rapide. raison. Oui. 288 millions d'euros, on est très proche des 300 millions que la France avait promises. Voilà. Mais je rappelle quand même qu'initialement, il avait été décidé qu'on mettrait en place un fonds d'urgence de 14 milliards d'euros. Hein, donc, Oui, on est un contre petit des peu loin. réformes. On est un Contre peu- des réformes. contre des réformes. Sauf que là, Après, on a il y a donné. toujours Alors, un ça veut intérêt dire à faire qu'on a donné comme ça, Oui, chèque en blanc, Il y a un intérêt. toujours. 288 sans réforme. C'est ça que ça veut dire Oui, Bon. aussi. Donc ça aussi, c'est un Merci. élément peut-être en défaveur de l'interventionnisme du président Macron. Merci Emmanuel pour ce sujet et avoir fait eh bien tout simplement exposer cette conférence dont très peu de médias a relayé aussi la tenue et ça c'est bien dommage. Je me passerai bien d'une petite blague à propos de Villani. Évidemment, et en rapport avec Marseille. La belle histoire, de quoi allons-nous parler dans un instant? Comment va s'appeler Je vois pas. Oui, bah moi non plus d'ailleurs. C'est bien mon drame Nous depuis, allons nous depuis quelques transporter années. dans le temps Oui. et nous allons écouter dans quelques instants l'allocution de Monsieur le Président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Très bien, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ah bah on est là, dites donc les enfants, pour le grand forum évidemment, qui se conclut en ce jeudi par la chronique de la belle histoire, qui va très certainement revenir sur la disparition d'un président, le président Valéry Giscard d'Estaing. La belle histoire, c'est à toi. Allocution de Monsieur le Président de la République, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Français, mes chers amis, me voici aujourd'hui à notre ultime entretien au coin du feu, entretenu d'ailleurs par la colère d'un gilet jaune. J'ai souhaité ce soir vous faire part de mon point de vue sur l'état de notre pays. J'ai dirigé les destinées de notre Nations Unies avec loyauté comme un bijoutier pendant 7 ans. Je suis outré profondément de voir que nos policiers demandent au procureur de la République pour réclamer des poursuites envers M. Michel Zecler pour rébellion. Je ne peux tolérer cela dans la République. Quand j'ai vu la vidéo la semaine dernière, je vous jure, ça me fait quelque chose. Comme dirait Michel Audiard, quand nous voyons notre police, les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Mes chers compatriotes, la majorité à 18 ans, l'interruption volontaire de grossesse, le divorce par consentement mutuel ont été des avancées majeures de la France. Mais je me désole du divorce progressif entre la France et les citoyens. À ce titre, je souhaiterais dire à ce propos que le président Macron, qui n'était pas né quand j'étais président de la République, se dirige vers une déconfiture démocratique et doit veiller au bon vivre ensemble. Beaucoup de Françaises et de Français ont à l'époque survivre ensemble et surtout faire ensemble. Il s'est au fur et à mesure des décennies s'est disloqué car les devoirs et les droits n'ont pas été placés au cœur du pacte républicain. Mais collectivement, nos différences feront la France. Prendre le meilleur des talents de chacun, mais collectivement, l'assimilation républicaine fera demain la grande France. Une France dans l'unicité de ses valeurs. J'ai été un président fidèle à un grand modèle européen, où le dessein d'un grand destin